Vous écoutez Duo de Plume. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Catherine. Et je suis Cyril. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier que nous vous proposons car nous ne sommes pas deux, mais trois. Et oui, on est ravis d'accueillir Isabelle aujourd'hui, plus connue sous le nom ou le pseudonyme de Zabouk sur les Instagram et les internets. Bienvenue à toi, on est très content de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu veux, s'il te plaît, pour les rares auditeurs qui ne te connaissent pas encore, te présenter ? Oui, bonjour. Déjà, bonjour à vous deux. Merci de me recevoir dans votre podcast. Alors, moi, c'est Isabelle. J'ai 43 ans et de métier, je suis enseignante. Donc, pas grand-chose à voir finalement avec la littérature et la chronique littéraire au départ. Ouais, ça dépend ce que tu enseignes. Les maths et les sciences. Donc, effectivement. Donc, effectivement. À quel niveau Alors, j'ai des adolescents de 14-15 ans. Ok, donc au CO. Fin de cycle 3 dans le canton de Neuchâtel. Ok. Donc, CO. Ça marche. Est-ce que tu peux, puisque c'est un peu l'objet du podcast, parler littérature, lecture, etc., nous décrire brièvement un peu ton parcours de lecture ? Ça a commencé, tu étais toute petite, tu es née avec un bouquin dans les mains, c'était comment pour toi l'histoire ? Ouais, alors je suis presque née avec un bouquin dans les mains. J'ai grandi entourée de livres. Moi, j'adorais les livres depuis toute petite, à tel point que je vois encore ma maman qui, le soir, frappe à ma porte pour me dire « Éteins, c'est l'heure, il y a école demain ». Alors, je glissais ma lampe de sous les chevet, couvertures. évidemment. Je lisais sous les couvertures. Et puis, mes parents avaient une énorme bibliothèque dans le couloir, et là où passaient les tuyaux de chauffage. Alors, moi, je m'asseyais là pendant des heures pour lire les livres de mes parents. Et puis très vite, j'ai commencé de piocher dans la bibliothèque familiale, les livres pour adultes alors que j'avais 12-13 ans, parce que je lisais tout ce qui me passait sous la main en fait. C'était quoi ce besoin de lire ? Est-ce que tu te souviens comme enfant, pourquoi, qu'est-ce qui t'attirait ? C'était l'aventure, découvrir d'autres choses, c'était quoi ? Je pense qu'au départ, j'adorais le livre-objet. Et les livres de mes parents me fascinaient. Enfin, cette grande bibliothèque me fascinait, ces couvertures. Et il me semble que déjà, toute petite, je les contemplais sans les lire. Et puis après, évidemment, oui, le côté prenant, enfin, ces grandes histoires. Enfin, moi, j'ai grandi avec les clubs des 5, avec les Fantomettes, ces grandes aventures qu'on lit quand on est... Enfin, qu'on lisait, je ne sais pas si les enfants lisent toujours le club des 5 et les Fantomettes, mais c'est vrai que moi, j'ai grandi avec ça. Hein. C'est vrai que Fantomette, on vient de faire un épisode, on vient d'enregistrer avec Catherine un épisode sur nos inspirations et on a déroulé aussi notre jeunesse de lecture, on va dire. Le Club des 5 est ressorti, la Bibliothèque Verte, la Bibliothèque Rose, je ne sais pas si toi tu as eu ça. Oui, les Sœurs Et Parker. Fantomette, maintenant que tu me parles, ça me dit quelque chose. Oui, Alice. moi Fantomette, j'aimais bien. Alors qu'on ne l'a pas cité. Oui, mais j'aimais bien, mais c'était pas mes lectures phares non plus. Mais effectivement, j'en ai lu pas mal, ouais. Et dans cette bibliothèque de parents, tu parlais de livres qui n'étaient pas forcément de ton âge. Tu te souviens de... Ça va faire des histoires. Mais Non, pas du tout. Non, mes parents étaient... Il y a prescription. Mes parents étaient fans du Club des Masques, donc j'ai lu tous les Agatha Christie, Hercule Poirot et compagnie. Ça va encore, ouais. Oui, après j'ai lu les Henri Troyat, parce que mon papa était un grand fan d'Henri Troyat. Okay. Puis après, un petit peu plus tard, je lisais avec ma cousine, qui a 6 ans de plus que moi. Et à 12-13 ans, je lisais ses livres de bac. Parce que elle me les filait, et puis j'aimais bien ça. Et avec elle, j'ai découvert aussi Tolkien. J'ai commencé de lire Tolkien, j'avais 12-13 ans, 13 ans. Et puis, j'arrêtais pas de me dire, waouh, il faudrait en faire un film. Comme tous ceux qui ont lu Tolkien. Voilà, à l'époque, avant le film. Donc, qui était infaisable avant Jackson. Absolument, oui.
Bah, c'est rigolo parce que ça pose plein de questions, surtout quand on sait que tu finis par faire une carrière professionnelle, scientifique, et d'enseigner les sciences, les maths, etc. Il y a un peu une espèce de discrépance entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui. Ouais, alors moi je vois très bien ce qui s'est passé. Je pense que j'ai les deux pôles, hein, ce côté très carré cartésien et Ouais. puis ce pôle littéraire, mais parce que j'ai mes deux parents qui sont comme ça, donc j'ai embrassé un début de carrière plutôt littéraire avant de me retourner du côté maths sciences. Et puis je pense que si je lis toujours à côté, c'est bien dans un but de nourrir cette partie littéraire qui m'habite toujours. Donc tu parles de nourrir, donc on est vraiment sur un besoin, quoi. Ouais, je pense. Ouais. C'est-à-dire que si t'as pas de bouquin autour de toi, t'es pas bien. Si t'as pas de bouquin entamé, t'es pas bien. Mais presque, Ouais. j'en ai toujours un dans mon sac, il y en a toujours un qui traîne quelque part, il y en a un dans ma voiture, Avec une pile à lire absolument effrayante. avec une pile à lire absolument démente. Je me demande si c'est pas une thématique récurrente de notre milieu, là, j'ai l'impression, parce que j'ai pas croisé encore de personne qui a pas de pile à lire, pas forcément démonte, mais qui est en retard en tout cas sur sa pile. Ah, mais je pense que c'est nécessaire. Le propre de la pile à lire est d'avoir une contenance absolument incroyable, et sinon on n'est pas bien, ça nous rassure. Je pense qu'il va falloir faire un épisode sur la pile à lire. C'est vrai. Mais à chaque fois, de toute façon, qu'on fait un épisode, on a 8 idées d'épisodes, donc on est là pour longtemps, les amis. Je crois que c'est Umberto Eco qui est notamment connu pour sa bibliothèque, celle qu'il a, il est décédé, mais celle qu'il avait chez lui, et qui disait qu'il fallait toujours avoir 2 fois plus de bouquins qu'on n'a pas lus dans sa bibliothèque que de bouquins qu'on a lus, et que l'intérêt c'était simplement de piquer les bouquins au fur et à mesure de ses intérêts. Donc il achetait beaucoup, ce qu'il pouvait. J'ai aussi l'exemple d'un autre auteur que je suis sur les réseaux, Lionel Davoust. Ah oui, on en a parlé. On en a un peu parlé. Lionel Davoust. Qui habitait en Bretagne, à Rennes, et qui vient de s'expatrier en Australie. Et son plus gros problème, c'était les 2 containers, je crois, de bouquins à rapatrier à l'autre bout de la planète. Donc, mais il ne se voyait pas vivre sans. Bon, même quand on ne va pas à l'autre bout de la planète, tout déménagement est un problème Oui. à ce point de vue-là. Mes C'est amis lourd. ont décrété récemment qu'ils ne me déménageraient pas. C'est qu'ils ont eu accès à ta bibliothèque. Oui. Ouais. Oui. Ils connaissent l'ampleur de la bibliothèque. Donc ton envie de lecture et ton besoin de lecture, il date de très jeune, il se poursuit encore, mais ça t'amène pas forcément à chroniquer des bouquins ou à donner ton avis. C'est venu comment, ça ? Alors, c'est rigolo parce que je repensais à ça récemment et en fait, je pense que j'ai fait mes premières chroniques quand j'avais 12-13 ans. Parce que j'avais une prof de français, de littérature, qui, pour nous faire lire, donc évidemment dans les années 90, pour placer en contexte, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas d'ordinateur, et pour nous faire lire, elle nous récompense d'une note de 6 au bout de 6 fiches de lecture. Et moi, grande lectrice, j'ai flairé le filon. Donc, voilà, je fais mes fiches de lecture. Donc, c'est déjà mes premières critiques de livres avec résumé, avis, thématique. Et puis, je me régale. Je fais mon premier 6, puis mon deuxième 6. Et du coup, à cause de moi, elle doit adapter sa règle. Donc, elle met le troisième 6 à 12 livres. Mais moi, ça m'arrête pas. Donc, je continue comme ça. Et pendant 2 ans, j'ai cette enseignante qui ne sait plus m'offre comment des notes. se sortir Voilà, de exactement. ce qu'elle avait Qui promis. m'offre des notes de lecture comme ça. Et moi, je me régale parce que non seulement j'adore lire, puis en plus, je suis récompensée parce que j'aime lire. Donc en fait, voilà, pour la petite anecdote, j'ai commencé d'écrire mes premières fiches de lecture à ce moment-là. Tu te rappelles de son nom, parce qu'on peut la remercier. Oui, alors c'est Madame Guèze, c'est ma prof de littérature, prof de français à l'école secondaire. Elle sait qu'elle a été un de mes moteurs dans, je pense, dans ma carrière d'enseignant. C'est vraiment quelqu'un. Quand tu es enseignant, donc tu le sais, c'est toujours bien d'avoir un retour d'élèves que tu as connu et à quel point tu l'as influencé. Ça doit faire un bien fou d'entendre ça. Elle le sait parce qu'on en a déjà parlé. Donc voilà. En fait, la chronique littéraire actuelle, comment c'est venu ? À un moment donné, j'ai cherché à me reconnecter à la lecture après une grande période de traversée du désert, après une reprise des études sur le tard, donc plus tellement le temps pour lire. Et tout à coup, je me suis dit, mais j'avais envie de lire. Je lisais, mais je relisais des choses un peu anciennes. Et puis j'ai découvert qu'en fait, je maîtrisais pas du tout
et je ne connaissais plus du tout les sorties littéraires actuelles. Et puis, en commençant d'un petit peu regarder où je pouvais trouver des inspirations littéraires, je me suis tournée sur Instagram. Et c'est là qu'en fait, j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui adoraient lire, en fait, comme moi. C'était quand et ça 2-3 ans, je pense, 3 ans. D'accord. Ça coïncide pas du tout avec le Covid. C'est ça qui est assez marrant, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont remis à lire pendant le Covid. Moi, pas du tout. J'ai pas plus lu pendant le Covid. Mais je crois que c'est juste après. Et en fait, je me suis dit, ah mais cool, en fait, il y a des gens qui lisent autant que moi et puis qui parlent de livres. Et puis, c'était plutôt au départ, je pense pas que j'ai ouvert ce compte dans l'idée d'écrire au départ. J'avais juste envie de trouver des inspirations. Et j'ai commencé d'aller regarder un petit peu sur plein de comptes, parce qu'après, évidemment, l'algorithme nous suggère d'autres comptes en rapport avec ce qu'on cherche. Et puis j'ai commencé d'écrire 2-3 choses. Et puis j'ai eu des retours de gens que je connaissais qui me disaient « Ah ben, ça me fait envie. Ah ben, je lirais bien ce livre. Ah, tu me prêterais le livre dont tu parles. » Puis voilà, de fil en aiguille, ça s'est passé comme ça. Ok. Et ce qui te fait continuer, parce que là, du coup, on a un peu ce qui t'amène à le faire, mais en fait, la question vraiment derrière ça, c'est pourquoi tu continues à publier ces chroniques ? Pourquoi tu... Parce que c'est de la contrainte, quand même, quelque part. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est un sacré travail. Le travail de résumer un texte, puis de lui être fidèle dans ses intentions, et puis peut-être de le mettre en valeur si c'est un bouquin qui te plaît, ou de faire une critique qui est constructive sur quelque chose que t'aimes pas, ça reste un sacré boulot. Donc il y a de la contrainte. Du coup, pourquoi tu t'embêtes à faire ça? Pourquoi en fait, je suis quelqu'un de très scolaire. Hein. Je crois qu'il faut mettre l'église au milieu du village. Hein. Je suis quelqu'un d'hyper scolaire, et puis alors j'aime bien l'exercice en fait. Le jour où j'ai le plus plaisir d'écrire, j'arrêterai. Pour le moment, c'est pas le cas. C'est quelque chose qui me nourrit, et j'aime bien le côté la construction de la chronique, chercher quelques infos, remettre le livre en contexte, que ce soit un livre qui vient de sortir ou bien un livre classique. J'aime bien aller voir ce qui se dit autour, dans quel contexte il est sorti, pourquoi l'auteur cherche qu'est-ce qu'il cherche à faire passer, si c'est un texte du XXe siècle, XXIe siècle, ou si c'est un texte du XVIe, XVIIe siècle. Les intentions et la réception du livre n'est pas la même. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je crois qu'il y a vraiment une démarche très égoïste là derrière, parce que j'aime cet exercice. Puis alors, ce qui est intéressant, c'est que tu parles à la fois de livres de sorties récentes et de textes du XVIe, XVIIe siècle. C'est quelque chose qui, effectivement, sur ton compte est assez frappant. C'est que tu ne chroniques largement pas que les sorties récentes ou les livres qu'on voit, entre guillemets, un petit peu partout. Comment est-ce que tu choisis tes livres, les livres que tu chroniques ? J'ajouterais, c'est presque même perturbant, parce que quand on remonte ton film, on se dit mais pourquoi presque ? Parce que tu vois, ça part à droite, à gauche et tout. On dit mais quel est le fil conducteur de tout ça, à part la lecture ? Et donc comment tu choisis effectivement ? Par plaisir, justement. Alors, c'était un peu un objectif ces dernières années de relire et de remettre le nez dans les classiques, parce que je vois très bien que j'y retourne toujours. Il y a comme ça des livres, des auteurs classiques qui pour moi sont des monuments. Et que tu relis aussi ? Oui, que je relis. Et que tu rechroniques ou pas ? Que je n'avais jamais chroniqué, parce que je les ai lus quand j'avais 20 ans, et je voulais aussi voir un petit peu comment je les réceptionné maintenant avec toutes ces années de lecture. Ouais, on a parlé de ça donc, ce matin. Je trouve que c'est hyper intéressant aussi de les lire. Est-ce que ce livre me parle différemment, me plaît pas, et puis j'avance en fait au gré de mes envies. Des fois, je dois faire attention à quand même chroniquer des sorties actuelles, et en même temps, j'ai pas forcément envie d'agir de chroniquer sous la contrainte. Mais quelque part, ça fait peut-être ta patte dans le milieu des bookstagrammeuses, c'est dur à dire, dans ce milieu-là où on se pose toujours la question, il y a toujours une relation aussi, il y a les services presse, il y a les relations avec les maisons d'édition, et puis une certaine contrainte de calendrier parfois, qui font que tu es obligé de sortir dans un certain ordre. Le fait que tu puisses t'en détacher un petit peu, c'est intéressant aussi, je pense. Pour moi, c'est important.
Et est-ce que tu as l'impression, parce que bon, maintenant tu commences à être un petit peu plus connue en tant que chroniqueuse, donc avec aussi tu connais les maisons d'édition, te connaissent davantage, les auteurs aussi, donc tu es certainement beaucoup plus sollicitée au niveau des services presse, donc de lecture beaucoup plus contrainte. Est-ce que tu as un ratio? Est-ce que tu as une part de service presse? Est-ce que tu as un tableau Excel avec... Comment t'organises-tu Excel? Mon tableau Excel, c'est ma tête. Non, alors, je ne suis pas non plus ultra sollicitée, mais c'est vrai que j'ai quelques maisons d'édition qui sont approchées de moi. Ça s'est fait un peu par hasard, parce que ce n'est pas du tout ce que je cherchais. Enfin, ce n'était pas du tout l'objectif. Donc, je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui recevaient des livres comme ça en échange de chroniques. En fait, j'ai vraiment découvert ça à cette occasion. Totalement par hasard. Et puis, c'est pas mon boulot, donc je vis pas de ça. Donc, je me permets de dire non. Là, c'est intéressant, mais depuis le début de l'année, je suis par exemple très sollicitée par des auteurs indépendants ou des toutes petites maisons d'édition. Je prends le temps. Je prends le temps de réfléchir, de me dire, ok, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que professionnellement j'ai le temps de m'imposer un auteur que je connais pas, une maison d'édition minuscule qui sort un livre tous les 2-3 ans, ou un auteur qui publie à compte d'auteur? Est-ce que j'ai de la place pour ça? Et j'ai pas envie de tomber dans l'excès, de dire oui à tout, et puis de me retrouver submergée à ne pas pouvoir suivre. Donc, actuellement, ça me convient. Ça me convient parce que voilà, je ne me sens pas débordée par les services presse, et ça me permet de choisir. De faire des choix, oui. Oui, et puis de dire non, donc aussi. Et puis à contrario, alors la question un petit peu corollaire de celle-ci, c'est quand tu as dit oui et que tu es un peu déçu par une lecture, comment ça se passe? Alors, déjà, souvent, je prends contact avec la personne qui m'a donné le livre, que ce soit l'éditeur ou l'auteur. J'aime bien pouvoir discuter par écrit ou bien autour d'un verre, parce qu'on a l'occasion de se rencontrer dans les salons ou à d'autres endroits. Et je pense que c'est hyper important de pouvoir discuter sans passer par que le texte. Quand le livre, il ne nous plaît pas, ou il n'est pas à notre goût, ou bien qu'il y a des choses qu'on trouve un peu bancales, je pense que c'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec l'auteur, dire voilà, moi, dans cette lecture, ça m'a dérangé parce que, mais c'est un ressenti personnel, et je trouve que c'est quelque chose hyper constructif, tant pour moi, parce que l'auteur va me dire ouais, mais moi j'ai voulu ça, ou bien ouais, effectivement, j'ai senti que là, c'était peut-être un peu plus casse-gueule. Et ça, c'est une démarche, excuse-moi, je te coupe, c'est une démarche que tu fais avant de publier ta chronique? Oui, souvent. Ouais. Ouais, j'aime bien pouvoir discuter. Est-ce que ça peut changer ta chronique, cette rencontre avec l'auteur? Non, mais ça me permet de pas forcément tout dire dans une chronique. Je pense qu'il y a des détails qui, s'il ne me parle pas, il parlera peut-être à... Ça, c'est une évidence. À d'autres. Enfin, il y a des gens littéraires. Ça, c'est le contrat de base du fait de chroniquer. Ça reste qu'un avis personnel sur un livre. Et d'ailleurs, sur le même livre, tu peux le lire à un instant T, le relire quelques années plus tard, et il n'aura pas du tout le même impact en fonction de ta vie, en gros. Donc forcément, la chronique sera différente. Sauf si on parle de gros défauts dans le texte ou de choses vraiment différentes. Mais... Qui reste probablement subjectif. Qui reste subjectif, absolument. En général, parce que si le texte est arrivé jusqu'à l'étape de la publication, c'est quand même généralement que c'est à peu près... Faites pas la grimace. Oui, non, mais j'ai dit à peu près. Je grimace parce que non, mais vous avez grimacé en même temps. Parce que c'est pas une garantie de qualité absolue. Non, mais certes, j'aime bien... Le travail d'édition est un travail humain aussi, donc il y a forcément des erreurs. On va le dire comme ça. Ouais, mais après... Mais oui, il y a après, quand même, c'est toujours il y a la quand même cette bienveillance sélection. d'essayer, bien sûr, même essayer de tirer ce qui est positif. Maintenant, est-ce que quand c'est vraiment ton avis, même avec toutes les pincettes qu'on a prises et toute la subjectivité qui s'impose, si ton avis est vraiment négatif, est-ce que tu publies quand même la chronique? Est-ce que parfois ça t'arrive de dire je m'abstiens et je publie pas? Parce que j'ai l'impression, te connaissant un tout petit peu, qu'en général, même dans les lectures en secret, je sais que tu n'as pas aimé, tu publies la chronique. En général, j'ai rarement vu ne pas publier la chronique. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive quand même de ne pas publier. Déjà, si je finis pas le livre.
Ouais. Ah, c'était une de mes questions. Est-ce que tu finis tout ce que tu commences? Je sais pas, enfin, des bouquins, je crois. Presque. Mhm. Presque. Je finis presque Parce que tout tu ce te que sens je lis. obligé? Mais en fait, pas obligé par l'auteur ou la maison d'édition, mais en fait, c'est mon contrat, c'est un contrat avec moi-même, en fait, j'ai envie d'aller au bout. Même quand j'aime pas, j'aime bien, c'est mon côté très carré, j'aime bien quand les choses sont finies. L'espoir d'avoir une bonne surprise. Pas forcément, non, je pense que c'est juste mon contrat de lecteur, en fait. Mais avec moi-même, hein, personne m'oblige, personne me met le couteau sur la gorge. Mais je crois que tu rejoins une majorité de lecteurs. Ouais. J'ai de la peine à abandonner J'en un ai une livre. à la maison, elle est en train de terminer un livre qu'elle n'a pas du tout aimé, mais 600 pages, elle est finie quand même. Ouais, ça m'est déjà Moi, arrivé. j'ai renoncé à ça. Ben oui, moi aussi, mais parce que pas assez de temps en fait. Oui, mais, il y a trop de livres à lire et s'imposer. D'autant que quand t'aimes pas, tu lis lentement. Oui, C'est une torture. Oui, exactement. Mais on admire, bravo. Mais voilà. Mais c'est vrai que effectivement, comme je lis beaucoup, je chronique pas systématiquement. Il y a quand même quelques lectures que je chronique pas. Ça m'est arrivé une fois d'écrire à quelqu'un en lui disant écoute, non, je peux pas écrire quelque chose parce que le livre correspond pas du tout à ce que je lis, ça correspond pas. Je peux pas me fondre d'une critique sur un livre qui est pas du tout mon style, qui est pour moi il y a trop de choses qui jouaient pas ça. Ou alors il fallait que je sois honnête et c'était compliqué. Et sur cet exemple précisément, comment est-ce que tu étais arrivé à lire ce livre? Est-ce que c'était un auteur que tu connaissais et qui t'avait proposé la lecture? Comment ça s'était passé? Ouais, c'est vieux, c'est presque au tout début de ma page. C'est quelqu'un qui m'avait sollicité pour une lecture et puis j'avais dit un peu oui, sans prendre le temps de la réflexion et je connaissais pas bien en fait Tu t'étais moins fixé les règles, le milieu. J'avais pas du tout. Je me disais chouette, quelqu'un qui veut que je lise son livre, pourquoi pas. Et maintenant, je prends un peu le temps de la réflexion différemment, évidemment. Et quand tu lui as donc opposé cette fin de non-recevoir, si on peut dire comme ça, comment est-ce qu'il a réagi? Alors, très bien en fait. Elle a bien compris que voilà, pour les raisons pour lesquelles je chroniquais pas, que c'était pas mon genre de livre et que je pouvais pas livrer quelque chose de dithyrambique. Bien sûr. Je me sentais pas honnête avec cette critique. Donc voilà, je me suis dit je le faisais pas. Non, mais je crois que c'est vraiment un gage de justement cette honnêteté. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde recherche, parce que même les gens qui te suivent, de savoir que tu es honnête et transparente dans tes chroniques, c'est quand même très important pour suivre la vie de quelqu'un. Mais ça fait du bien de t'entendre dire ça, parce qu'il y a un côté très sain dans ce rapport que tu as avec la chronique, avec la lecture, qui est rassurant. Pour l'auteur en tout cas, pour les écrivains, mais même pour le lecteur, parce que finalement, tu peux toujours poser la question. Ouais, c'est ça. Oui, tu peux toujours te poser la question du biais, particulièrement sur les services presse. Tu dis bon, quand même, il y a sûrement une contrepartie au fait de recevoir un bouquin gratuit. Enfin, les gens peuvent imaginer n'importe quoi, même si souvent il y en a pas, à part le fait de recevoir le bouquin. Mais du coup, est-ce que ça t'oblige à faire quelque chose ou pas? Connaissant un peu le milieu, je sais que non, mais peut-être que c'est pas à la portée de tout le monde de penser ça. Donc de t'entendre dire ça, je trouve que ça fait du bien. Je sais pas. Ouais. Oui, alors clairement, et puis après, ce qui rentre certainement en ligne de compte aussi, j'imagine, c'est que, bon, en plus, nous sommes en Suisse, donc dans un milieu, toi tu lis beaucoup d'auteurs suisses, et tu les connais. Et les maisons d'édition, pareil. Petit milieu. Ouais, oui, petit milieu. Dans le petit milieu, pas beaucoup de salons. Dans les salons, tout le monde se retrouve et on se connaît un petit peu tous. Je pense que maintenant, moi, on l'a vu, quand tu arrives sur un salon, beaucoup de monde te connaît, ce qui n'était sans doute pas le cas à tes débuts, évidemment. Est-ce que ça a changé les choses? Est-ce que ce rapport, le fait de maintenant, on sait qui est Zabouk, tu connais les éditeurs, tu connais les auteurs, est-ce que ça modifie ta manière d'écrire des chroniques, de te comporter au sens large du terme? Mais oui, évidemment. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout vu venir. Et tu t'en souviens certainement, Catherine, on a eu cette discussion au restaurant la première fois qu'on est allé manger ensemble.
Et on avait parlé justement de ce rapport à l'honnêteté dans la chronique. Et moi, j'avais dit, moi, je ne suis pas auteur, finalement, je ne connais personne dans ce milieu. Tu vois très bien de quoi je parle, oui, cette discussion. absolument. Et je dis, moi, finalement, je ne connais pas les auteurs, je ne connais pas le milieu. Donc, je peux être méchante. Je peux être méchante, non, mais je peux dire ce que je pense. Et effectivement, sans conséquence, en tout cas. Sans conséquence, et puis sans... Alors après, il y a dire ce qu'on pense et dire ce qu'on pense. Je pense que tenir des propos dénigrants sur un livre en disant c'est de la merde, c'est pas constructif, ça sert à rien. Mais là, dire j'ai pas aimé, voilà, parce que ce point-là, ça fonctionne pas, ça, j'ai pas aimé, ça c'est pas, voilà, c'est un peu facile ou je sais pas. Ça, je le faisais, je le fais toujours. Ça m'arrive de dire que voilà, le livre correspond pas à mes attentes ou bien des choses que j'apprécie pas dans le livre. Mais effectivement, quand on connaît les gens, quand il y a un humain qui nous a donné le livre en main propre ou qu'on a salué, ça change le rapport qu'on a. Il y a un affect qui est différent, forcément. Ouais, bien sûr, il y a un attachement qui est différent parce qu'il y a le livre tout à coup. Il prend une autre dimension. Il est la prolongation d'une personne. Il est plus juste le livre qu'on achète en librairie, forcément. Et ça le rend d'autant plus intéressant, finalement. Parce on le lit d'une autre manière. Totalement. Je pense. Oui, tout à fait. C'est bien parce que ça rejoint une question que je souhaitais te poser sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, puisque quand tu vas chroniquer un livre ou quand tu t'intéresses à un bouquin, tu vas quelque part faire des recherches sur ce qui a été dit sur le livre ou peut-être d'autres chroniques. Et ma question, elle rejoint celle de Catherine, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que ça influence ou pas du tout ta vision du bouquin et du coup, comment tu arrives à te détacher de... Tu sais, il y a ces bouquins que tout le monde critique positivement, que tu te sens obligé de lire, et puis si toi, tu es complètement à côté et que tu n'as pas aimé la lecture, tu peux même te poser la question de dire, est-ce que je ne suis pas normal ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je n'ai pas compris. Dans quelle mesure ça peut avoir une influence ? Et ça rejoint la question de Catherine, c'est finalement, si tu connais l'auteur, dans quelle mesure ça a une influence sur ta chronique ou pas, tu vois ? Alors... Première partie, alors... Oui, pardon, c'est une question à tiroir. Je me retrouve dans ce que tu dis. Je me retrouve souvent dans cette situation où tout le monde a encensé un livre et moi, je suis passée à côté. Ouais. Ça m'arrive fréquemment. D'accord. J'essaie, quand je lis un livre, surtout une sortie récente, de ne pas aller lire ce qui se dit avant de l'avoir lu. J'essaie de faire abstraction de ça. Tu fais ta lecture d'abord. Et puis j'ébauche déjà ma chronique sans aller voir ce que disent les autres. Parce que pour moi, c'est hyper important de dire ce que je pense moi, avec mes mots à moi. Et après, je vais aller chercher quelques infos sur l'auteur, sur le contexte, sur la maison d'édition peut-être, sur la véracité, si c'est une biographie, d'aller chercher un petit peu des éléments. Par contre, je vais aller lire des chroniques, ça m'arrive d'aller lire ce qui se dit, soit juste après avoir publié, c'est intéressant, hein. Soit... une recherche de validation quelque part. Mais après coup, comme si, j'ai publié, maintenant je peux aller voir ce que disent les gens. Et parfois, je vais lire avant. Et des fois, ça m'arrive d'aller par exemple, un livre qui est extrêmement lu. Je me dis, allez, bon, j'ai écrit ma chronique, je vais voir sur Babelio, puis je vais regarder, je vais dire, bon, tous ceux-là, ils ont mis 5 étoiles, alors je vais aller lire ceux qui ont mis 1 étoile. On fait tous ça. Mais c'est hyper intéressant. Je me dis, ah ouais, quand même, je suis pas la seule à penser ça. Je me sens des fois un peu moins seule. Mais même quand une critique est négative d'un grand best-seller, il y a quand même toujours des gens qui viennent, je me sens moins seule, moi aussi. Ce détail-là m'a dérangé. Donc, il y a quand même... je pense pas qu'il y a... De nouveau, tu l'as dit avant, il y a 10 lecteurs, 10 opinions. 10 façons de voir le livre. Et plus ou moins nuancées. Mais en plus, je pense que la démarche de ne pas lire ce qui a été dit, surtout sur les livres dont on parle beaucoup, je trouve que c'est plutôt sage, parce que si on lit beaucoup de critiques dithyrambiques, on a des attentes qui sont juste extraordinaires, et peut-être qu'à ce moment-là, on risque de juger de manière plus dure le roman, parce qu'il a tellement été adoré par tout le monde qu'on se dit, on en attend. Enfin, moi, je sais que je chronique de temps en temps, et tout à fait en amatrice, et pas autant que toi, mais j'ai toujours un petit peu
un petit peu ce ressenti quand tout le monde a adoré. Je me dis, mais ça va être extraordinaire et j'attends tellement de ma lecture que je suis plutôt déçue. Alors que peut-être que si j'avais pas su que tout le monde a tant aimé, j'aurais été plus bienveillante avec ma lecture. Moi, ça me le fait avec les films, les grosses bandes annonces qui trashent, et puis les gens qui disent « Ah, faut absolument que tu le vois ». Du coup, je fuis parce que j'ai peur d'être déçu. Ouais, je le vois peut-être à distance, mais... Ouais. Oui, ou à distance, effectivement, quand la ça me le fait passion est moins retombée, avec les bouquins, et c'est ma zone tampon qui est ma pile à livres qui fait le travail pour moi. Oui, mais parce qu'il y a une question de temps, et puis Ouais, après, on est exactement. moins dans la fébrilité d'attendre quelque chose d'incroyable et d'être déçu, finalement. En activité corrélée avec la chronique littéraire, il y a la bêta-lecture éventuellement. Est-ce que tu as déjà fait ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ? Alors, oui, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Je le fais pour Catherine, qui a été la première à me le proposer. J'en ai fait quelques-unes. Là aussi, je fais attention que j'accepterai et j'accepterai pas n'importe quoi, parce que c'est vraiment en termes de temps, c'est pas le même investissement. C'est pas le même investissement, clairement, et je sais que je connais la plume de Catherine, donc je sais que quand je bêta-lis Catherine, je lis quelque chose déjà de très abouti, donc je vais m'armer de mon crayon de papier et d'une impression du texte, et poser 2-3 choses, mais c'est peu contraignant de lire Catherine en bêta-lecture, mais ça donne des débats assez intéressants sur des points de détail parfois. Mais c'est hyper intéressant, précieux. De toute façon, c'est vrai que là, on peut le dire en passant. Enfin, je veux dire, oui, clairement, je pense que message aux écrivains, prenez des bêta-lecteurs dans tous les cas. Je pense que message à ceux qui ont envie de faire de la bêta-lecture, contactez les écrivains. Aussi. Mais après, il y a toute une... Alors oui, le fait que tu soulèves cela, je rebondis, parce qu'il y a quand même aussi une manière d'aborder le texte et d'aborder l'auteur. Donc, comment est-ce que tu gères un petit peu ta lecture en bêta-lecture, et puis comment tu fais ton retour, sur quoi tu t'as... Bon, c'est aussi une question avec multi-tiroirs, attention. Ouais, et je vais en ajouter un après. Voilà, comment est-ce que déjà tu appréhendes le texte et à quoi tu t'attaches, et comment est-ce que tu travailles finalement, et après, comment est-ce que tu fais ton retour à l'auteur ? Et ce que je vais ajouter, c'est en fait, qu'est-ce que tu en tires comme plaisir, ou le pourquoi de faire ça au-delà. Alors Catherine, c'est probablement... Parce que je l'ai forcée et qu'elle n'a pas osé dire non. Non, elle a mis l'effort. C'était une belle déclaration. Tu as eu des menaces, je sais. Oui, voilà. Moi, je connais la vérité, mais... Non, évidemment que non. Mais vu l'investissement, ouais, c'est ça, quelque part, qu'est-ce que tu en ressors pour toi et pour ta personne, on va dire? Alors, je trouve, là aussi, je trouve l'exercice super intéressant, parce que tu es en amont, en amont du livre. L'auteur te confie finalement son bébé, ce livre, en fait, avant que le public le lise. Moi, je trouve que c'est une très belle marque de confiance, déjà, d'estime aussi, et puis voilà, moi je le fais aussi parce que j'ai du plaisir à le faire pour ces auteurs-là, et je vais pas m'annoncer, je m'annonce pas quand il y a des gens qui cherchent des services, de la bêta-lecture sur Instagram. Je vais pas le faire pour quelqu'un que je connais pas. En tout cas pas maintenant, parce que ça prend du temps, et puis que moi j'aime bien faire un retour. C'est comme pour les chroniques plutôt négatives, j'aime bien faire un retour à la personne, parce que moi je me vois pas balancer voilà, ça joue pas, ça pour moi, cette fin c'est bizarre, ce personnage pourquoi, ce mot-là pourquoi. Je trouve que en fait, ce que tu aimes, c'est la discussion. Oui, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est pourquoi tu as voulu écrire ça là, pourquoi tu as écrit ça, qu'est-ce qu'il y a comme intention derrière. Et puis on a eu des débats animés sur la tête d'un chapitre avec Catherine, sur un intitulé de chapitre. Ça nous a occupé presque toute la soirée. Je ne sais pas si tu te souviens, on a complètement occulté le reste du texte, tellement on était sur ce point de détail qui a nourri un débat assez... Le diable se cache dans les détails. Oui, mais c'est hyper intéressant, parce qu'il y a une intention, et l'intention de l'auteur n'est pas reçue de la même manière par le lecteur. Et des fois, ça peut être délicat, ça peut être vexant pour un auteur. Se dit mais merde, mais
Mes lecteurs, ils n'ont pas compris ce que je voulais écrire. Et c'est en plus, ça génère un trouble, je pense, pour l'écrivain, parce que finalement, on confie en effet le texte au bêta-lecteur, on attend ce retour du bêta-lecteur, et puis quand il y a, comme tu le dis, une incompréhension, la difficulté, c'est de se dire, est-ce que il n'y a que toi qui n'as pas compris, ou est-ce que tout le monde ne va pas comprendre? Mais c'est tout l'intérêt d'avoir plusieurs bêta-lecteurs. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est extrêmement, effectivement, intéressant. Mais, alors du coup, je repose ma question, parce que tu as répondu à la question de Cyril. C'est le problème. Pas la tienne. C'est pour ça que je suis passé en dernier, Catherine. C'est ça, j'ai bien vu. Mais... Tu t'y prends comment? Voilà, tu d'un point de vue technique. Réfléchir à ma question. Déjà, j'imprime le texte. Déjà, j'ai besoin d'avoir du papier. Il faut que tu puisses écrire dessus. Oui. Ouais. Et je l'imprime, c'est rigolo, je l'imprime en format brochure, livre. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui ressemble à un livre. Donc, je vais l'imprimer petit format, le plier en deux. Donc, déjà, j'ai besoin de ce côté papier. Et puis, j'ai besoin d'avoir mon crayon. Et j'ai besoin d'être disponible aussi. Et disposé. Et puis, je vais lire. Je vais lire comme si je lisais le livre. Et puis, je vais pas corriger l'orthographe, sauf si ça m'est demandé, et sauf si ça me saute aux yeux, évidemment. Je vais pointer s'il y a une coquille, je vais la signaler, évidemment. Mais je vais gribouiller, en fait, sur le texte. Je vais mettre des points d'interrogation. À la première lecture? Ouais. Je vais mettre des points d'interrogation, je vais mettre des petits renvois, des petits post-it. Ce que je ne fais jamais dans un livre. Je ne touche pas à une page du livre. Je ne gribouille rien dans un livre. C'est un autre débat. mais là, vraiment, je vais gribouiller, je vais entourer des trucs, je vais mettre tout ce qui me passe par la tête, je vais le noter. Tout ce qui t'interpelle. Voilà. Et puis après, c'est intéressant parce que ce qui m'interpelle, des fois, la réponse, elle arrive un peu plus loin et elle est logique. Et j'aime bien parce que je me pose vraiment des questions tout le long que je me pose pas quand je lis finalement un livre produit fini, parce que finalement je vais essayer de me laisser surprendre et de me laisser embarquer par l'histoire. Tandis que là, je vais chercher me dire, tiens, ce détail-là, pourquoi lui, il a un bonnet rouge? Pourquoi là donc tu n'as pas du tout la même casquette en tant que bêta-lectrice par rapport à quand tu lis pour une chronique ou même quand tu lis pour le plaisir sans... Ah, je le fais avec sérieux. Hein. Ouais. Je sais, je confirme, je te garde. Donc cool, merci. Une seule lecture, des marques dans les marges ou une texte souligné pour repérer ce qui t'interpelle. Est-ce que tu reviens dessus après? Ouais, je relis avec en tête la fin du livre pour voir si les éléments qui sont distillés au fil des pages correspondent à la chute finalement. Et après, donc, quand tu fais ton retour à l'auteur, ça se passe comment? On prend page par page ou tu te fais un résumé? Qu'est-ce que tu as une méthode? Comme ça vient. Non, comme ça vient. Je pense au restaurant. Non, au restaurant, oui. C'est toujours une bonne idée. On fait patienter tous les serveurs. C'est ça. Et on arrive à la fin, on se dit, il faut qu'on retourne au restaurant. Il faut juste une grande table, mais sinon... Voilà, exactement. Non, je ne prends pas du tout par... Alors, ça dépend. Non, avec Catherine, pas. Je ne prends pas page par page parce qu'il n'y a pas besoin. Généralement, ça tient toujours. Donc, c'est vraiment, on est plutôt sur des points de détail ou c'est plutôt des questions. En fait, moi, j'ai souvent des questions. Tiens, pourquoi ce personnage est fini comme ça? Tiens, pourquoi tu as choisi cette fin plutôt que cette autre fin? Alors, on a la chance d'avoir Catherine, du coup, et ça t'aide. Ces questions-là, elles t'aident à... Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est comme disait Isabelle tout à l'heure. Après, ça crée de la discussion et je trouve que ça a vraiment un regard extérieur parce que certainement, tu sais aussi, tu as écrit ton histoire et puis tu l'as vue d'un seul point de vue. Donc, d'avoir une vision extérieure qui souvent, tu vas me dire, tiens, je m'attendais à ce qu'il se passe telle chose. Et quelquefois, ça peut modifier, parce que après, c'est presque le texte, il est encore modifiable et à modifier. Donc après, il peut y avoir finalement ces suggestions, elles peuvent générer d'autres idées, elles peuvent... il arrive que je me dise, suite à des suggestions de bêta-lecteurs, que je me dise, effectivement, c'est vrai que la manière dont je l'ai construit, c'est plus logique que la suite ce soit telle qu'elle m'a été suggérée par la bêta-lectrice, ou que je modifie certaines choses, ou en tout cas, ça fait poser question parce que finalement, et c'est ce qu'on demande aux bêta-lecteurs, comme tu disais tout à l'heure, c'est comment le texte est reçu. Toi, tu as eu une intention. Est-ce que ton intention est passée d'une part, et est-ce que la première intention que tu avais est la bonne, ou est-ce qu'il y a moyen d'améliorer encore
ton message ou la pertinence ou la cohérence. Donc après, ça génère d'autres questions et je pense que l'intérêt de la bêta-lecture, c'est vraiment ensuite, en tant qu'auteur, de reprendre ton texte avec les remarques qui t'ont été faites et de réfléchir par rapport à ces remarques pour modifier certaines choses. Enfin, je ne sais pas, toi, en tant qu'auteur, comment est-ce que tu reçois les remarques de tes bêta-lecteurs ? Comme tout le monde par la poste. Non, mais Ah non, tu vas pas au restaurant. Oui, je vais pas au restaurant parce que tu as la chance de m'avoir. Ouais, puis. non, mais pour l'instant, les bêta-lecteurs que j'ai eus, ils sont loin. En l'occurrence, il y a Laurane qui m'a relu Timekeepers et qui est belge. Donc c'est compliqué d'organiser un restaurant. Alors par contre, le retour que j'ai eu, c'était beaucoup plus de l'ordre d'une analyse de texte, avec très méta. Ce qui fonctionne dans l'histoire, ce qui fonctionne pas, pourquoi j'ai aimé tel personnage, j'ai bien aimé son arc narratif ou pas. Et puis on en revient à des questions aussi, pourquoi ça se termine comme ça, j'aurais vu ça, etc. Puis ça te fait poser questions effectivement, mais c'était très très analytique, j'ai beaucoup apprécié ce retour. Elle utilise peut-être des fiches ou des oui. grilles. Ouais. Elle me l'a passé à travers d'une grille. En plus, j'avais un ressenti, un peu comme une chronique, mais il y avait cette grille, et puis qui est à la limite du tableau Excel, avec presque des notations, c'est-à-dire, voilà, t'écris dans tel genre, on s'attend à voir, ça rejoint un peu ce qu'on a dit dans l'autre épisode sur l'arc narratif global et le voyage du héros, mais vu que tu es dans tel genre, on s'attend à voir telle et telle scène, est-ce que tu les as bien toutes ? Oui, elle coche, etc. Et finalement, ça t'aiguille beaucoup, et moi, ça m'avait beaucoup rassuré sur Timekeepers et sur le fait que j'avais un truc abouti, alors qu'au départ, c'est un de ceux, comme c'est pas un policier, que j'avais écrit avec le moins de structure posée à l'avance. Et ça m'a aidé dans ce sens-là. Mais finalement, ça dépend beaucoup du texte, parce que en l'occurrence, je suis en train, en t'écoutant, d'analyser, enfin sur mon prochain roman noir que tu as bêta lu, Isabelle, qui va paraître en août. En l'occurrence, c'est une structure qui est tellement... Tu vois, on parlait ce matin, Cyril... Policier, t'es obligé d'avoir une structure. Oui, mais c'est une structure qui est complètement... oui, mais elle existe. Ouais, mais vraiment, elle est atypique. Tellement particulière. Ouais, enfin, il y a 3 voix, c'est très particulier, et c'est même pas un policier, c'est du roman noir, c'est du... Non, alors là, ça y est, j'ai trouvé le contre-exemple pour le prochain épisode de La quête du héros, parce que là, il y a... mais j'ai déjà fait des retours plus analytiques, et où j'ai écrit carrément sur le manuscrit, et c'est ça que j'ai remis en fait à l'auteur. Quand on s'est vu, on a discuté, puis j'ai dit voilà, moi voilà mon ressenti, voilà comment je vois les choses par rapport à comment se tenait l'histoire, parce que c'était un roman particulier, avec des subtilités, et puis des choses que l'on devine, et puis dont on a les réponses qu'à la fin. Enfin, c'est vraiment un texte assez particulier. Et j'ai dit, le mieux, c'est que je te donne, en fait, tes clés d'analyse, mes clés, en fait, mais sur le texte, après en avoir discuté. Et donc, j'ai dit, mais voilà, faut prendre... d'où ça vient, c'est qu'un regard parmi les 3, 4, ça, c'est le contrat de base 5, quand tu donnes en bêta-lecture. Mais moi, j'aime bien pouvoir le rendre quand même de visu, et si j'avais pas pu faire ce retour là autour d'un café, pas d'un repas, j'aurais aimé pouvoir faire une visio quand même. Je pense que j'aurais besoin de faire une visio. Avec Laurane, j'ai eu une visio, effectivement, on en a reparlé. Donc voilà, il y a quand même eu un échange autre que papier. Oui, je trouve que ça donne peu de place ça offre peu de place à la réponse, juste papier. Et puis est-ce que peut-être c'est une manière aussi de ménager l'auteur, le fait de ménager la sensibilité de l'auteur, je veux dire, parce que c'est difficile quelquefois, on est quand même dans une critique, ce qui est à la fois le paradoxe, c'est que l'écrivain te demande de critiquer le texte, mais finalement si on reçoit brut, même si c'est dit avec toute la bienveillance du monde, ça j'ai pas compris, ça c'est pas clair, ça faut reprendre, ça faut développer, etc. Peut-être si c'est pas explicité et si tu as juste ce retour-là, ça peut être peut-être... Est-ce qu'il y a certains auteurs qui l'ont mal vécu ? Je pense, a priori pas, ils me l'ont pas dit en tout cas. Mais justement, peut-être parce que tu leur expliques pourquoi tu as
Oui, et puis en même temps, je fais pas non plus, je passe pas mon temps à dire ça va pas, ça va pas. Des fois, ça m'arrive de mettre ah ben ouais, ça c'est bien vu. Ah ben Oui, c'est vrai, là tu fais ça. là c'est cool. Ah ben j'ai bien aimé que ce soit plutôt ce personnage-là plutôt que celui-là. J'ai bien aimé que tu choisisses cette piste-là. J'ai là, bien on aimé est- les indices que tu égrènes. Voilà, que tu On est disperses. presque plus sur la bêta lecture, mais presque sur le travail d'édition et de correction. Hein. Donc, t'es un petit peu entre les deux finalement. Bah voilà. Bah, Non, mais c'est top. Non. En fait, t'as deux personnes pour le prix d'une, on va dire. Donc, pour l'auteur, c'est encore plus intéressant. Mais moi, j'avais ça de la part de mon correcteur. Tu sais, il y avait toutes les fautes et en même temps, il y avait j'ai trop kiffé le truc là où il y avait des haha sur des vannes. C'est ça. Ou tu m'as fait penser à ça. Puis il y a presque un dialogue dans la marge à côté du texte. Ce que j'adore faire, même s'il y a une contrainte de temps. Mais Oui, c'est mais toujours intéressant. mais c'est très sympa. Mais c'est presque Oui, de oui. l'édition, Ouais, tu vois. ouais. La bêta lecture, c'est pour moi, j'en ai peut-être une vision un peu biaisée aussi, hein, qui m'est personnelle en tout cas. C'est vraiment plus méta et sur l'histoire, comment elle fonctionne et le côté émotionnel. Et puis évidemment que si tu chopes des trucs en direct. Ouais, Pour moi, il y a ouais, aussi, ouais. il y a aussi les quelque deux, non, chose mais- que j'aime faire, c'est me poser la question si je bute en première lecture. Pour moi, c'est C'est quoi buter buter. Bah, si tout à coup j'accroche sur une phrase parce qu'elle est pas bien construite, ou je me dis mais si moi je bute en première lecture, est-ce que je vais toute seule à buter en première lecture? Et pour moi, ça c'est quelque chose qui m'interpelle quand je lis un texte. C'est si Absolument. j'ai dû relire le début de la phrase parce qu'il y a un truc qui joue pas. Je le fais aussi à titre personnel, hein, puisque j'écris pour un journal régional et moi j'envoie tous mes textes à ma maman. C'est ma bêta C'est ta lectrice. bêta lectrice. Voilà. Et j'y envoie, donc elle sait, elle attend toujours parce que j'écris le dimanche et j'y envoie mes textes le dimanche soir. Et elle me fait le retour. Puis ça lui arrive aussi, alors de temps en temps, des corrections, des coquilles orthographiques, ou bien, mais là il y a une répétition, ouais, là ce mot. Des fois ça donne lieu à des débats sur un mot. Alors finalement, je réécris la phrase. L'usage du mot, ouais. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est que quelqu'un lit et, ok, cette phrase. Alors, elle sonnait très bien dans ma tête, mais c'est vrai que après, pour quelqu'un d'autre qui n'a pas le contexte, qui ne connaît pas, qui lit l'article sans avoir tout vu le contexte, elle croche sur cette lecture. Et moi, ça me permet de me dire, ouais, il faut que je retravaille cette phrase. C'est que c'est Faut pas que je clair et qu'il faut. Ouais. Ouais. Et pour moi, ce travail-là est super important. Et je pense que de crocher sur une phrase, c'est un indice que il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et ça, c'est quelque chose que je me permets de dire. Mais je pense qu'effectivement, après, ça rejoint ce que tu disais, Cyril, où tu distinguais le bêta-lecteur du correcteur, de la personne qui fait l'editing, etc. Et puis je pense que finalement, la frontière peut être un petit peu floue et ça c'est pas très grave, quoi. Je pense qu'après, effectivement, j'aurais tendance à partager ton point de vue, que même si tu as une fonction de bêta-lecture qui va peut-être s'attacher plus à la cohérence globale, mais si il y a vraiment des écueils sur la forme, tu vas pas pouvoir t'empêcher de le signaler aussi, quoi, il me semble. Oui, de même que je vais pas fermer les yeux si je vois une faute d'orthographe. Bah oui, on t'en remercie. J'allais dire encore une fois, c'est le contrat tacite de la bêta-lecture. On s'attend à ça, que tu signales les choses qui vont pas. Oui, mais après, tu faisais un distinguo entre bêta-lecture, correcteur, editing. Donc après, alors ça sonnait peut-être comme un reproche, mais c'était plutôt une qualité. Plutôt une question, je pense. C'était plutôt une... Isabelle, elle fait les trois. Ouais, trop bien. Trop bien. Mais par contre, je cherche pas la petite bête en matière d'orthographe ou de grammaire. Ça, je ne fais pas ce travail-là. Ouais. Non, c'est si tu tombes dessus. Mais si je tombe dessus, oui, je signale. Je m'en voudrais de pas signaler une coquille ou une répétition ou 2 lignes en dessus. Si moi ça me choque, il y a forte chance que ça choque d'autres. Oui, il y a des chances. Bon, ça va jusque-là? On peut continuer à te cuisiner oui, vas-y, continue. Parce qu'on parlait de restaurant, on cuisine. Parce que du coup, la conversation m'a amené une autre question qu'on avait prévue, je crois. Mais de tout ça, le côté bookstagrammeuse, le fait d'aimer la lecture, je sais, encore une fois, pour en avoir discuté avec Catherine au décours d'un épisode, que moi, c'est la lecture qui m'a amené à l'écriture. Et donc, ma question, c'est ça, c'est est-ce que ça t'amène à avoir envie d'écrire de la fiction ou autre chose, ou pas du tout, et dans ce cas, pourquoi
C'est une bonne question. Je n'en sais rien du tout. Non, j'ai T'as jamais eu besoin, en tout cas, d'écrire? Non, je pense pas. Ouais. En tout cas, pas dans l'immédiat. Tu écris pour un journal voilà. quand même. Donc, Après, tu écris c'est des pour ça que je chroniques, pose tu la écris pour un question, journal, ouais. donc tu écris pas de la pure pas de fiction. Oui, pas de non, fiction. j'écris pas de fiction, évidemment. Je pense que... Est-ce qu'il est possible de séparer lecture et écriture? Je doute. Je pense que les gens qui écrivent aiment lire. Ouais, On espère. Pour la plupart, On ou du moins espère, au oui. départ. Je pense qu'après, quand on a une vie d'écrivain reconnu, je pense qu'on a peut-être un peu moins le temps de lire. Mais je pense que les deux sont assez liés. Moi, c'est évidemment la lecture qui m'amène à l'écriture, mais c'est aussi un parcours de vie, une formation à l'université en littérature. Il y a une petite dizaine d'années où je me suis régalée à écrire sur des textes classiques, où je me suis dit, j'adore écrire. Donc tu commences par me répondre non, mais en fait c'est oui. Oui, mais en fait, écrire des romans... Parce que je t'ai enfermé dans la fiction. Mais, ouais, peut-être. Mais écrire, oui, forcément, puisque à force de chroniquer, il y a eu cette proposition dans ce journal régional. Ça s'est fait mais complètement par hasard, où il manque quelqu'un pour chroniquer dans ma région. Et je reçois plusieurs appels du pied de personnes autonomes qui me disent c'est un job pour toi, ça. Puis je me dis, tiens, au bout de la 3e, 4e personne qui me dit ça, je me dis, tiens, effectivement, pourquoi pas. Et ça démarre comme ça, où je me retrouve à écrire sur tout et n'importe quoi dans ma région, à couvrir de la politique, à couvrir des événements publics, des fêtes scolaires, des trucs hyper anecdotiques, à parler d'une course de chiens, d'une fête d'Halloween, enfin... Et puis j'aime encore une fois l'exercice, quoi. J'aime écrire, vraiment. Et ça, c'est un job, ce job de journaliste au Bullcom, c'est venu directement parce que quelqu'un a vu tes activités de chroniqueuse? C'est 3 personnes qui me lisaient, oui, effectivement. Dans les 3, il y a ma maman, évidemment, donc, qui suit mes aventures sur la toile et dans le journal. Et c'est elle qui me disait, non mais vraiment, tu devrais. Ah mais vraiment, tu devrais. Et puis, j'ai écouté ma maman. C'est sage. C'est sage. Toujours écouter la maman. C'est sage. Mais c'est notamment elle qui m'a dit qu'il fallait que je me lance, quoi. Parce que je pense que j'avais envie de ce petit job. Je pense qu'il m'intéressait. Il te fait du bien, il t'apporte des choses. Oh, oui, vraiment. Tant en termes humains que d'écriture, oui. Est-ce que tu pourrais envisager de switcher à un moment donné, de vraiment faire une espèce de changement de carrière pour partir dans le journalisme ou dans en tout cas des activités, ou pourquoi pas comme bêta lectrice professionnelle? J'ai déjà changé une fois de vie, de carrière, donc je ne suis plus à un changement près. Donc oui, j'ai la ressource pour le faire. Après, je pense que je suis dans une période de ma vie où l'enseignement, j'aime vraiment ça. C'est un truc qui me porte, où mes élèves me rendent bien. Les deux ne sont pas incompatibles. Mes anciens aussi me le rendent bien. Donc je ne suis pas persuadée que je lâcherais tout pour écrire. Je pense que j'aime trop, en fait, le côté humain de l'enseignement et ce que je fais tous les jours, quoi. Cette espèce de métier comme ça, hyper varié, où tous les jours sont différents. On dit, oui, un enseignant, ça enseigne les mêmes cours chaque année, mais c'est pas du tout ça. Enfin, ma vie d'enseignant, elle ne ressemble pas du tout à ça. C'est tous les jours des nouveaux projets, des nouvelles idées, l'organisation d'un camp, une fête par là, un nouveau support, une nouvelle idée. C'est un métier dans lequel je ne m'ennuie pas. Donc, je crois que je ne suis pas prête à lâcher ce petit côté-là. En même temps, je pense que tu es une femme de passion. Donc, si tu... Bon, après, je ne suis pas en train de te suggérer de lâcher. Je ne vais pas me faire d'ennemis parmi ta hiérarchie de ton école. Mais c'est vrai, je pense que de toute façon, tu es quelqu'un d'entier qui s'investit à fond dans tout ce que tu fais. Donc, après, je pense que si tu décidais de partir, de donner plus de place à tes activités littéraires au sens large du terme, tu t'investirais tout autant
et tu t'éclaterais tout autant. C'est un peu mon problème, ouais. Je pense que tu as raison, tu mets le doigt sur quelque chose, c'est ce côté passion. Moi, je marche à ça, quoi. Et je plonge, j'ai tout le temps des idées. Des fois, je me fatigue. Hein. Là, pour l'anecdote, je pars en camp de ski dans moins d'un mois et avec mon binôme, qui est mon collègue. On monte des camps de ski maintenant depuis 10 ans. Et puis, on fait des camps tous les 2 ans. Je précise, c'est important pour la suite. Et donc, on est en train de boucler notre camp, là. Puis j'ai dit, écoute, bon, tu me tues pas tout de suite, hein, mais j'ai une idée pour dans 2 ans. Ah oui, carrément. Parce que là, elle est impossible à réaliser, donc je suis quand même réaliste. Hein. J'ai pas poussé le truc à la réaliser pour ce camp, mais j'ai dit, écoute, j'ai une idée absolument géniale pour dans 2 ans. Il a commencé par dire que je le fatiguais, parce qu'il a dit, elle est trop bien, ton idée, j'achète. C'est un peu le problème. Mais voilà, j'en suis là, quoi. Je m'arrête jamais. Des fois, vraiment, je me fatigue. Je me dis, calme-toi un petit peu. Donc, je sais aussi, je connais un peu mes limites. Hein. Je fais attention à pas trop prendre d'activité avec le journal aussi. Et puis, là aussi, à pas prendre trop de service presse. Parce que c'est pas mon boulot. Je passe à 80%, hein, à côté, donc ça fait... Ça occupe aussi. Hein, ça occupe quand même un petit peu ma vie. Bon, on va gentiment clore cet épisode parce qu'on arrive à 55 minutes d'épisode, on est pas mal. On est pas mal. Moi, j'ai passé un très bon moment avec toi. Merci beaucoup parce que c'était fascinant. J'ai la chance de pouvoir te garder encore quelques heures et continuer la conversation, mais on va s'arrêter là pour le podcast. C'était super, merci. On est très heureux que tu aies accepté notre invitation. C'était vraiment un très bon moment. On espère que tu as passé un bon moment toi aussi. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Tu reviendras. Mais oui, quand je serai une star, je reviendrai. Et nous donc, quand on aura nos millions de followers. Attention, exactement. Tu te on t'a souviens l'image. Voilà. On va dire ça, donc... Non, mais... C'est pas du tout Quant mon à intention. nous, on se retrouve dans 15 jours. N'hésitez pas entre-temps à nous faire part de vos commentaires sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, sur nos comptes et notre site internet. On vous lit avec plaisir. Et... Sur ce nouveau format aussi d'interview. Absolument, c'est vrai que c'est la première interview. Ce sera la deuxième en tout parce cas, que... à la maison. Il y a eu Voilà, parce l'interview. qu'on a oui. fait quelques petits trucs à Alterfiction au festival. Exact. Mais d'ailleurs, Tu étais Oui. décidément encore elle. Tu es notre VIP. on t'a assis guest, sur un tabouret entre deux tables. C'est vrai, en te prenant par surprise en plus. Tout à fait. Donc à Mais bientôt. tu reviens, donc Mais c'était pas une trop mauvaise expérience. Alors à bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Salut Au Catherine, revoir. salut Isa, merci. Bye bye. Salut Isa.